Prise d'otage à Hull, une femme séquestrée depuis 18 heures. Hôpital de Chanteville, sans service d'obstétrique pour les 6 prochains mois. Votre bulletin d'information commence maintenant. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, ici Louis-Philippe Arsenault. Une prise d'otage est toujours en cours à Hull depuis 23h30 hier soir et Samy Nicolas Lévesque, l'homme de 36 ans, refuse toujours de libérer la femme qui se trouve avec lui et menaçait les policiers. Menacerait plutôt les policiers. Dans la quarantaine. Cette dame qui est dans la quarantaine a été prise en otage justement par cet homme qui se retrouve dans cette résidence du 115 rue Louis-Hébert et Louis-Philippe. Eh bien, ça fait déjà plus de 18 heures que les autorités tentent de secourir cette dame. Le tout aurait débuté au courant de la nuit à la suite d'une altercation entre les deux individus. Et le service de police de la ville de Gatineau eh bien, aurait reçu à la base un appel concernant une possible agression armée et aussi concernant un homme qui semblait être très agité. Pour l'instant, les autorités nous rassurent, puisque heureusement, il n'y aurait pas eu de blessés lors de cet événement. Et en ce moment, les autorités ainsi qu'un groupe d'intervention sont toujours sur les lieux afin de négocier avec cet homme afin de négocier avec cet homme et pour ultimement eh bien, le rendre la raison et que le tout se passe sans grabuge, oui. Et Samy, outre la femme qui est prise en otage, est-ce qu'on s'inquiète pour la sécurité du voisinage? Le voisinage est tout à fait en sécurité. Pour ce qui est de cette résidence, il y a juste à côté pour ce qui est de cet immeuble à logement, eh bien, ils ont été évacués par précaution. Le tout s'est passé dans les normes et on voulait vraiment s'assurer de leur sécurité. Et par la suite, eh bien, ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Et justement, à ce sujet, eh bien, on a eu la chance de s'entretenir avec un de ces locataires qui, lui, n'était vraiment pas habitué avec ce genre de comportement. 11 ans propriétaire ici, je n'ai jamais, au grand jamais, eu des problèmes ici ou quoi que ce soit le soir. Il n'y a jamais rien eu ici, c'est tranquille au bout. À notre réveil à 7 heures, on a bien vu qu'il y avait encore des polices. Puis là, on checkait sa TV, on a bien vu que quelque chose se passe, qu'il y a un forcené. En espérant un dénouement rapide et surtout positif. Merci beaucoup, Samy. Le 6 août a annoncé la fermeture du service d'obstétrique de l'hôpital Charville dans le Pontiac pour les 6 prochains mois. Gabriel Paré-Azatouri, cette annonce survient après 14 bris de service depuis le mois d'août. La fermeture est causée par un important problème de personnel infirmier. Le service d'obstétrique sera fermé à partir de 20 h ce soir jusqu'en septembre prochain. Oui, les femmes enceintes devront se diriger vers l'hôpital de Gatineau ou la maison des naissances pour accoucher. Et ça, Louis-Philippe, c'est à plus d'1 heure de route. Également, ces dernières pourront tout de même être suivies, faire le suivi de leur grossesse par un médecin ou une équipe de sages-femmes dans la région du Pontiac. Également, on comptait seulement 3 infirmières formées en obstétrique récemment et normalement, on en a besoin de 12 pour avoir des services et des soins de qualité, mais surtout des soins sécuritaires. On comptait également seulement 3 médecins accoucheurs, alors avec les centaines d'heures supplémentaires et également les démissions récentes, la fermeture était nécessaire selon la PDG du CISO. Et Gabriel, la MRC de Pontiac réclame de meilleures conditions pour les infirmières de l'hôpital Charville. La MRC, oui, croit que le gouvernement provincial doit offrir des salaires plus compétitifs avec l'Ontario. L'objectif d'ici septembre, c'est d'avoir au moins 8 infirmières formées en obstétrique et 4 médecins de famille accoucheurs. Le bureau de la ministre de la Santé, Danielle McCann, elle assure en fait que les mères ne seront pas abandonnées et également, elle va travailler avec les autorités locales pour justement trouver des solutions. Alors, Louis-Philippe, le CISO est présentement en opération séduction pour trouver des infirmières à l'hôpital dans la région du Pontiac. Merci beaucoup, Gabriel. Je vous en prie.
En Ontario, c'est aujourd'hui que des centaines de milliers de parents ont dû trouver une alternative alors que 200 000 enseignants ont débrayé pour dénoncer les compressions en éducation du gouvernement ontarien. Une journée qui passera à l'histoire car plus de 2 millions d'élèves étaient en congé forcé. Une manifestation monstre a aussi eu lieu à Toronto devant Queen's Park. Les principales revendications des enseignants sont les classes surpeuplées et le salaire. Après 16 jours de blocus, Justin Trudeau remet la balle dans le camp des manifestants autochtones pour délier l'impasse. Malgré un durcissement de ton, est-ce que ce sera assez pour régler la crise? Pour en discuter, on reçoit Geneviève Tellier, elle est politologue et professeure à l'Université d'Ottawa. Madame Tellier, bonjour. Bonjour, M. Arsenault. Alors, Justin Trudeau a durci le ton hier en conférence de presse. Les barricades doivent être démantelées, c'est ce qu'il a prononcé. Est-ce que c'est assez pour régler ce conflit-là, malgré le peu de concret dans cette annonce? Effectivement, je pense que vous mettez le doigt dessus. C'est que, oui, il nous a dit que les barricades devaient partir, mais outre cela, il n'y a pas eu énormément de solutions, de propositions offertes. À vrai dire, c'est plus un constat d'échec que M. Trudeau nous a présenté hier en nous disant que, bien là, peut-être que les chefs autochtones, les communautés autochtones devraient prendre un peu l'initiative pour essayer de régler ce problème-là. Et quelle est sa tactique? Est-ce qu'il espère sauver davantage tout le dossier de la réconciliation ou encore là aller chercher la population générale affectée par ce blocage ferroviaire? Oui, la question de la réconciliation est importante, puis je pense que ça a été un point important de sa conférence de presse hier. Il est inquiet par rapport à ce dossier-là, parce que ce qu'il a dit publiquement, c'est bien, si la population canadienne commence à être vraiment mécontente de ces blocus-là, bien, tous les efforts qui ont été entrepris pendant 4 ans, 5 ans, là, depuis que le gouvernement a été élu, vont donner aucun résultat concret. Alors, oui, je pense que M. Trudeau est c'est le premier ministre qui pousse le plus pour la réconciliation. Mais en même temps, les gens sont en droit de se demander, bien, les efforts qui ont été faits pendant 4-5 ans, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Et l'opposition, elle, qu'est-ce qu'elle propose? L'opposition est aussi démunie que le gouvernement. On a entendu M. Scheer dire qu'il faudrait peut-être envoyer l'armée ou enfin la méthode forte. Je pense que la plupart des gens dans la population ne veulent pas revivre des crises qu'on a connues il y a plusieurs années. Je pense à Oka, par exemple. Alors, je pense que tout le monde se sent un peu démuni par rapport à cette situation-là. On aurait voulu quelque chose qui se règle rapidement et on pense que maintenant, ça va durer plusieurs jours. Et là, le camp est dans la balle aussi des provinces qui doivent en fait, on dit que c'est ce que le premier ministre Trudeau suggérait, est-ce que les corps policiers interviennent très rapidement? Là? Oui, et on voit 2 réponses différentes. Alors, au Québec, ça s'est réglé à Saint-Lambert assez rapidement, alors qu'en Ontario, le premier ministre demande encore l'aide du gouvernement fédéral et ça n'a pas l'air que ça va se régler rapidement. Alors, oui, il va y avoir des choses différentes qui vont se passer. Madame Tellier, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes politologue et professeure à l'Université d'Ottawa. Merci. Une impressionnante quantité de stupéfiants a été saisie par le service de police de la ville de Gatineau. 83 000 comprimés de méthamphétamine et 202 grammes de cocaïne ont été, entre autres, retrouvés dans 2 résidences de Val-des-Monts et de Gatineau. 2 hommes et une femme âgés entre 26 et 35 ans ont été arrêtés dimanche dernier relativement à des accusations de possession de stupéfiants et de trafic de substances illicites. Oui. Malgré la popularité des politiciens et personnalités publiques d'ici et d'ailleurs, niant le réchauffement climatique, les mouvements climato-sceptiques ne prendraient pas d'ampleur au Québec. Notre équipe s'est toutefois penchée sur la place que prend ce groupe qui se proclame climato-réaliste dans la sphère publique. Juliane Perrault. On sait que la Terre a toujours connu, elle connaît présentement, elle connaîtra toujours dans l'avenir des changements climatiques. Ces climato-sceptiques-là, il y en a toujours eu, il y en a encore et il y en aura toujours. Alors, on va rencontrer Reynald Duberger, professeur de géophysique retraité de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il est l'un des 14 ambassadeurs de la lettre de Clintel. C'est une déclaration qui a été envoyée à l'ONU ayant pour but de remettre en question le consensus international sur le réchauffement climatique. Donc, on est sur son magnifique terrain de Bois-Châtel et on s'en va rencontrer. J'en ai fait une croisade parce que je trouvais que les médias ne desservaient qu'un côté, ne montraient que le côté sombre de la question. C'est à quoi fait référence M. Duberger et le consensus auquel plusieurs médias ont pris la décision d'adhérer, voulant qu'on ne laisse plus la parole aux climato-sceptiques. C'est une bonne chose qu'on leur donne peu ou pas la parole parce que
ils contredisent des montagnes d'expertise et de données scientifiques. Le climato-sceptisme est en baisse depuis les dernières années au Québec. Il a passé de 44 à 30 % de 2015 à 2019. Au Québec, on commence à s'organiser un peu. On est quelques-uns. On prétend peut-être un jour avoir une association québécoise de climato-réalistes à partir de ce noyau dur-là. Probablement qu'on va la former. Alors que les médias leur ferment la porte et que leur nombre est en décroissance, comment se fait-il que les climato-sceptiques réussissent autant à faire jaser? Selon un article intitulé « Controverses et disqualifications médiatiques des climato-sceptiques », la raison pour laquelle certains ont le sentiment que les climato-sceptiques sont plus nombreux est due à l'ampleur que prend l'enjeu, soit le réchauffement climatique, dans la place publique. N'importe quelle menace, les médias vont avoir comme un effet de loupe, là, vont l'exagérer. Internet est évidemment l'une des causes de cette hausse. Dans une étude récente publiée par le Climate Change Communication de l'Université de George Mason, un chercheur constate que la rhétorique niant le réchauffement climatique et la désinformation sur les solutions entourant le réchauffement climatique sont tous deux en hausse. Oui, mais ça a toujours été un Far West. Le web, là, ça a toujours été un peu, c'est ça, un espace de liberté totale. Avait pour le meilleur et pour le pire. Je les ai pas mal toutes reçues, les insultes et les accusations d'être un maudit vendu. C'est une des choses que j'essaye de mettre de l'avant. Un sain débat entre les deux parties, les alarmistes versus les réalistes, qu'on puisse rencontrer. Parce qu'il y a de la science des deux côtés. Intéressant de voir la dualité entre un journaliste scientifique et un climato-sceptique. Juliane est d'ailleurs présente sur le plateau avec nous. Juliane, les climato-sceptiques évoluent différemment là, ailleurs qu'au Québec. Là. Oui, en effet, le Québec est une province déjà très environnementaliste et pour l'instant, les climato-sceptiques ne sont pas prêts à sortir à l'extérieur, faire des manifestations comme on le voit aux États-Unis. Ils ne sont pas prêts non plus à faire des coups d'éclat comme on le voit avec certains groupes environnementalistes. Pour l'instant, leur débat, en fait, leur regroupement se fait sur le web et profite également de la visibilité que leur offrent les médias sociaux. Merci beaucoup, Juliane. Au plaisir. Et à la météo, ce soir et cette nuit, nuageux, -5 et -12 avec le refroidissement éolien. Une fin de semaine plutôt nuageuse est à l'horizon, mais confortable et qui risque de pluie verglaçante toutefois demain matin. Et le thermomètre sera autour d'1 degré. Dimanche, scénario assez semblable avec 2 degrés. Voilà, c'est ce qui complète vos informations. Pour plus de nouvelles, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Info Gatineau. Merci beaucoup d'avoir été là. Rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.